On est en janvier 2025, t'habites à New York et t'as économisé 10 000 dollars pour tes prochaines vacances en Europe. Tu te dis parfait, ça me fait 9 650 euros, de quoi passer un super séjour. Tu attends août pour partir. Tu ouvres ton application bancaire et là, choc. Tes 10 000 dollars ne valent plus que 8 500 euros. Tu viens juste de perdre 1 150 euros, volatilisés, évaporés. Comme si quelqu'un avait discrètement pioché dans ton compte. C'est une chute de 11% en seulement 6 mois. Et ce n'est pas un bug, ce n'est pas un accident, c'est voulu, c'est orchestré. Et l'homme derrière tout ça, c'est Donald Trump. T'arrives à Paris et quelques jours, tu casses ton iPhone. Tu te rends dans l'App Store du coin et tu vois 969 euros. Maintenant, téléporte-toi à New York, là où tu travailles. Times Square, les lumières, les taxis jaunes. Il te faut juste 799 dollars plus 71 dollars de taxes pour acheter ce même iPhone. Un total de 870 dollars. Tu prends ton portable, tu convertis ces 870 dollars en euros et tu auras 738 euros. Tu vois, le même produit sorti de la même chaîne de production acheté à la même boutique Apple coûte 231 euros moins cher à New York qu'à Paris. Tu te dis, pourquoi acheter en France quand je peux l'avoir moins cher ici? Et si par hasard le dollar chute de juste 2%, tu économiserais encore plus d'argent quand tu l'achèterais aux États-Unis. Et ton petit frère qui veut t'acheter un iPhone retarde exprès son achat pour l'acheter quand il sera aux États-Unis. Ce sont les soldes, mais des soldes qui durent 365 jours l'année. Et ça, c'est ce que veut cet homme, Donald Trump. Il veut faire couler le dollar, rendre ses produits moins chers, relancer la production et sauver l'Amérique. Et ils l'ont déjà fait. 5 hommes en costard débarquent dans cet hôtel luxueux de New York. En français, en allemand de l'Ouest, en anglais, en japonais et en américain. C'étaient des ministres. Ils signent un papier et disent « Tous ceux qui ont 10 000 dollars dans leur compte n'auront plus 10 000 dollars, mais 6 400 dollars. » Ils l'ont pas dit exactement comme ça, mais c'était ce qui était arrivé. Pour eux, c'était simple. Ils ont pris le dollar, ils l'ont secoué un peu, l'ont fait perdre 40% de sa valeur par rapport à un ensemble de monnaies dont le franc français de l'époque. Pour les Américains, c'était comme si leur salaire passait de 2 000 euros à 1 200, mais ils s'en foutaient totalement parce que c'était ce qu'ils voulaient. Si tu étais à New York pendant la même période et que tu voulais par exemple t'acheter une belle voiture pour, on va dire 8 000 balles, tu n'achèterais pas la Nissan avec un yen japonais qui coûte plus cher, tout comme aujourd'hui tu n'achèterais pas l'iPhone en France avec un euro un peu cher. Tu voudrais t'acheter certainement une belle Chevy avec un dollar faible. Ça permettait aux Américains de consommer local et limiter les achats de Mercedes allemandes et de Nissan japonaises. Les gens chez qui tu achètes ta voiture seront bénéficiaires. Certes, on aura une monnaie faible, mais ils vont fabriquer et vendre tellement de produits que ça compenserait. Le producteur local recevrait plus de commandes, il va embaucher ces gens qui ne travaillent plus depuis des mois, il va faire baisser le chômage, l'industrie sera relancée et l'économie américaine sera sauvée. Pour comprendre un peu tout ça, revenons en arrière en 1914. Les Français, les Russes, les Anglais se battaient contre les Allemands, les Austro-Hongrois. Les hommes se battaient, devaient manger, s'armer et s'équiper. Et ceux qui pouvaient leur faire passer tout ça, c'était les Américains. Ils ont fixé une condition. Vous voulez nos produits, vous voulez nos armes, vous voulez qu'on vous donne à manger, vous allez payer en dollars. Déjà à cette époque, si tu avais des dollars, tu avais de l'or. Littéralement. Chaque 20 dollars 67 centimes que tu possèdes, tu pouvais l'échanger avec une once d'or pure. Tu pouvais entrer dans n'importe quelle banque, poser tes billets sur le comptoir et repartir avec de l'or brillant. Et d'ailleurs, ce que tu pouvais acheter avec 1 dollar de l'époque, il te faut 35 dollars aujourd'hui pour l'acheter. Mais un jour, cet homme vient dire « Toutes les personnes sont tenues de remettre au plus tard le 1er mai 1933 à une banque toutes les pièces d'or, tous les lingots d'or et tous les certificats qu'elles possèdent actuellement ou qui entreront en leur possession au plus tard le 28 avril 1933. Et si vous violez cette disposition, vous serez passible d'une amende de 10 000 dollars, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 10 ans ou des deux. » On était en 1933 et lui, c'était Franklin Roosevelt, le 32e président des États-Unis. Désormais, aucun citoyen américain ne pouvait acheter de l'or. Ils ne pouvaient pas non plus échanger leurs dollars en or.
Le président qui débarque et qui te dit « Tes pièces, tes lingots d'or, donne-moi tout. » C'est un ordre. C'est un braquage légal. Et le pire, c'est que tu n'as rien fait. C'était d'autres personnes, des banquiers surtout, qui ont joué au casino avec l'argent des gens et qui ont causé l'une des pires crises économiques de l'histoire. Résultat, il n'y avait plus d'argent et ceux qui en avaient s'est précipité pour les retirer des banques puis les échanger avec de l'or. Il se trouve également que les banquiers n'avaient plus assez d'or pour les échanger. Et là, le président vient t'interdire purement et simplement d'avoir de l'or. Plus personne n'a le droit d'avoir de l'or. Point final. Pendant ce temps, en Europe, Français, Russes, Anglais reprennent encore les armes contre les Allemands, Italiens, etc. Et encore une fois, ils avaient besoin de s'armer, manger, s'équiper. Et vous avez bien deviné, ce sont les Américains qui étaient là pour donner tout ça. Quand les hommes se sont épuisés, quand les Allemands se sont rendus, toujours cet homme, Roosevelt, convoque les alliés européens dans cet état du New Hampshire pour dire « Vos pays sont détruits, vous avez besoin de choses pour reconstruire, nous allons les produire pour vous. Et vous utiliserez toujours le dollar pour vos achats. Nous vous donnerons une garantie. Vous pouvez échanger à tout moment les dollars que vous détenez avec de l'or. 35 dollars contre une once d'or. Il était à 20 dollars l'once avant que je l'interdise aux Américains, mais pour vous, je le fais à 35 dollars l'once. Et au passage, tous ceux qui ont gardé leur richesse en dollars se sont appauvris de 40% du jour au lendemain. Maintenant que le monde a besoin des dollars pour acheter des produits aux États-Unis, nos banquiers peuvent l'imprimer en grosse quantité pour l'exporter partout dans le monde afin que les gens puissent réaliser leurs achats. Dites-vous que quotidiennement, des gens à Dubaï, New Delhi, Nairobi, etc. vont dans des bureaux d'échange physiques ou virtuels et changent leur monnaie locale en dollars pour un volume de près de 7500 milliards tous les jours. Et pour que ces dollars puissent parvenir aux mains du reste du monde, les États-Unis doivent acheter quelque chose. Ils ne peuvent pas juste donner comme ça sans rien. Mais ce système a un piège. Et ce piège est expliqué par cet économiste belge Robert Triffin. Ça s'appelle le dilemme de Triffin. Pour que le monde dispose de suffisamment de dollars, les États-Unis doivent acheter plus qu'ils ne vendent. Autrement dit, être structurellement en déficit commercial. Les Américains importaient des voitures japonaises, des machines coréennes, des électroménagers allemands. En retour, ils impriment des billets. Résultat, les usines américaines ferment parce qu'ils achètent ailleurs. Detroit, ancien joyau automobile, devient une ville fantôme. Les rues où circulaient des Ford Model T se couvrent de ruines ou de bâtiments abandonnés. Mais sauf qu'à un moment, les Américains ont abusé du système et cet homme, le général de Gaulle, l'avait bien compris. Il envoie la marine française chercher l'or français stocké aux États-Unis. C'était des dollars qu'il avait, il dit « Tenez vos dollars, nous allons récupérer notre or ». Ils ont alors converti chaque 35 dollars qu'ils avaient pour le compte de la France en une once d'or. On va dire qu'ils ne faisaient plus autant confiance aux Américains. Et beaucoup de ceux qui détenaient des dollars ont commencé à le suivre et convertir leurs dollars en or. Vous vous souvenez de cette promesse faite par les Américains ? Gardez votre richesse en dollars. Si vous avez 35 dollars, vous pouvez les échanger à tout moment avec une once d'or. Ces échanges se sont tellement accélérés que la réserve américaine est passée de 20 000 tonnes d'or à 8 333 tonnes. Puis, il y a ça qui est arrivé. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Cet homme-là, c'est le président Nixon et ce qu'il vient de faire, c'est empêcher les gens, et par gens je veux dire des pays, de convertir leurs 35 dollars en une once d'or. Vous vous souvenez de la promesse ? 35 dollars, une once d'or ? Eh ben, oubliez ça, terminé, fini. C'est comme si ta banque te disait soudainement, tu sais, ton livret A là, en fait, on ne peut plus te rendre ton argent. Mais t'inquiète, fais-nous confiance. La promesse est rompue, la confiance un peu, mais pas totalement. Et entre 1971 et 1978, le dollar chute de plus de 30%. Et si vous croyez que les Américains étaient dans l'abus, regardez ce qui va se passer.
Ils explosent le compteur de la dette en imprimant de l'argent, mais genre en quantité jamais vue auparavant. Pour preuve, ça, c'est le montant de la dette américaine en 1970. Et ça, c'est le montant de la dette en 2025. C'est près de 100 fois plus. Et tout ça à cause de l'argent imprimé à partir de rien. Et à mesure que la dette s'agrandissait, chaque année, les Américains grossissaient, achetaient des voitures japonaises ou allemandes et imprimaient de l'argent pour se les payer. L'industrie qui avait fait la gloire des États-Unis mourait, littéralement. Voici une photo de Detroit en 1933. L'usine Ford des milliers d'ouvriers, la fierté américaine. Les voitures sortaient des chaînes de production comme des petits pains. Et regarde Detroit aujourd'hui. Des usines abandonnées, des maisons qui s'effondrent, des rues vides. Maintenant, on arrive en 2025, Trump revient au pouvoir. Son objectif, c'est de réindustrialiser l'Amérique. Et son arme, c'était les tarifs douaniers et une manipulation du dollar au passage. Je vais imposer des droits de douane à tous ces pays-là. Leurs produits deviendront plus chers, les nôtres moins chers. Les gens voudront acheter chez nous et Detroit renaîtra de ses cendres. Mais voilà le problème. En balançant des droits de douane, il envoie une vague de panique chez les riches de ce monde qui vont prendre leurs dollars, foncer direct vers les points de change, les convertir en euros, en or ou en bitcoin. Mais il y a plus grave que des riches qui vendent leurs dollars. Des pays entiers font ça. Les présidents que tu vois là, ce sont les champions de la dédollarisation. Lui, par exemple, Mohammed Ben Salman, communément appelé MBS, est le premier prince saoudien qui a accepté d'être payé pour son pétrole avec une monnaie autre que le dollar. Il accepte désormais, par exemple, le yuan chinois. Lui, Xi Jinping, président de la Chine, veut que les Huawei, les Xiaomi soient tellement bons que tu voudrais les acheter, les utiliser sans qu'ils te demandent. Il veut que tu achètes chez eux et que le moyen de paiement que tu utiliserais soit quelque chose qui ne soit pas américain. C'est ce qu'il a fait avec les Saoudiens qui peuvent désormais acheter et payer avec des systèmes de paiement chinois. Pareil, quand les Russes achètent des produits chinois, ils utilisent évidemment leur monnaie, soit le rouble, la monnaie russe, ou le yuan, la monnaie chinoise. Et puis, il y a également lui, qui a probablement fait le plus grand dégât, le plus grand tort au dollar. En 2022, la Russie a été exclue du système de paiement international SWIFT à cause de la guerre qu'elle mène contre les Ukrainiens. Et s'est alors tournée vers cette alliance, les BRICS+. Ensemble, ils ont fixé un objectif commun, enlever le dollar de leurs échanges commerciaux. Alors, ils ont créé ça, BRICS-Pay, une sorte de PayPal ou Revolut, mais conçu par les États avec une seule mission, éliminer le dollar. Avant, si tu étais par exemple une entreprise brésilienne et que tu voulais acheter quelque chose en Inde, tu convertissais ton argent, le réal brésilien, en dollars. Et avec ces dollars, tu pouvais acheter ce que tu voulais. Le vendeur, lui, recevrait ces dollars et pouvait les convertir en sa monnaie locale pour faire ce qu'il en veut. Maintenant, avec BRICS-Pay, cette entreprise peut désormais choisir de payer avec sa monnaie locale sans la convertir en dollars. BRICS-Pay la convertit directement et supprime la monnaie intermédiaire, en l'occurrence le dollar. Le système est opérationnel depuis juste quelques mois et on rapporte déjà des transactions réalisées à hauteur de 300 milliards de dollars. Ils ont également conclu des accords d'échange de monnaie locale qu'on appelle swap avec un taux d'échange déjà déterminé. Et la Chine a conclu ce genre d'accord avec 40 pays dans le monde. Pour cela, ils avaient besoin d'acheter beaucoup d'or pour soutenir la valeur de leur monnaie locale. L'or était tellement demandé que son prix est passé de 20 $ en 1911 à 35 $ en 1971 et plus de 3600 $ aujourd'hui. Cette tendance à ne plus utiliser le dollar a un nom, c'est la dédollarisation. Donald Trump veut donc ramener les usines aux États-Unis. Si le dollar est faible, comme on l'a vu avec l'iPhone, les gens achèteraient plus de produits américains. Il veut également garder le dollar comme monnaie dominante dans le commerce mondial. Il menace d'ailleurs d'instaurer 100% de droits de douane à tout pays qui souhaite s'en débarrasser. Mais
D'autres pays veulent également réduire le dollar dans leurs échanges commerciaux. Ils craignent par exemple d'être sanctionnés s'ils ne le font pas. Ils cherchent une certaine souveraineté dans leurs échanges. Ce phénomène de dédollarisation n'est pas un événement, c'est un processus qui prendrait des décennies. L'effondrement qu'on voit actuellement n'est pas du tout total. On l'a vu en 1970 puis en 1985. Aujourd'hui, à défaut d'alternative, le dollar est toujours la monnaie de référence mondiale. J'espère que cette vidéo vous a éclairé un peu sur ce sujet et si elle a été utile, lâchez un like. À bientôt.